le truc là pour tenir le micro. Bismillahirrahmanirrahim. Alors on n'a pas beaucoup de temps, 45 minutes, 1 heure, Inch'Allah. L'idée de cette session, c'était pas d'avoir un dars très sérieux avec des slides et tout ça. Je voulais plus entendre vos questions. Je sais qu'en tout cas, chez les garçons, il y a beaucoup de questions à propos du mariage, comment faire pour se marier, pour trouver quelqu'un, etc. Et je sais que parmi les filles aussi, il y a des questions comme ça. Alors je me suis dit que déjà on peut commencer par ça. Si vous avez des questions à poser, ça peut diriger notre discussion. Si vous n'avez pas, j'ai quelques points à partager. Mais j'aimerais d'abord voir si vous avez des questions. Tu peux sur mon augmentation. Non. Hein? Tu peux lever les yeux. Regarde ça, c'est... Oui, Inch'Allah. Elle est en face. C'est bon? Merci. Pourquoi? Pas de questions? C'est possible. जा खोलो ये लोगों ने ठीक है ठीक कर रहे Non? Ok. Je vais commencer un peu. Une des plus grandes décisions dans la vie que vous devez prendre en tant que jeune, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous voulez passer le reste de votre vie. Donc le mariage. Et je le dis de cette façon parce que je veux qu'on comprenne le fait que le mariage, c'est une décision pour la vie. C'est pas une décision que je prends que pour le moment, je veux être avec cette personne et puis plus tard on va voir. Si ça marche pas, comment on va faire? Ça, c'est une mentalité qui détruit les couples, qui détruit les mariages. Les filles sont la plupart en train de prendre des notes, les garçons sont juste en train de regarder avec vos mains comme ça. Juste pour montrer la différence de maturité. Alors, ou bien ils sont sur WhatsApp, je ne sais pas, c'est Husnul Dhan. Donc, on rentre dans le mariage avec l'intention d'y rester. Alors la question qu'on a vraiment se poser, et ça c'est quelque chose que je ne trouve pas parmi beaucoup de jeunes, c'est que quelle sorte de personne est-ce que je voudrais vivre avec jusqu'à la fin de ma vie? Normalement, on se pose la question, est-ce que celle-là me plaît? Est-ce que ce garçon me traite bien? Tout de suite. Est-ce que ça, c'est un critère? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui il me traite bien, c'est une preuve qu'il va me traiter correctement jusqu'à la fin de ma vie? Pas forcément. Donc quand on rentre là-dedans, notre critère, ça ne devrait pas être « je l'aime bien, elle est belle, il est fort, il a de l'influence ». Ces choses-là, ça ne va pas vous aider si vous comprenez que le mariage, c'est une vie ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Donc la question qu'on doit se poser, c'est ça. C'est que quelle qualité est-ce qu'une personne devrait avoir pour que je puisse vivre avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie? C'est ça la question qu'on doit se poser. La fin de la vie, ça veut dire, Inch'Allah, Allah vous donne une très longue vie. Inch'Allah, que ça se termine avec Shahada. Ça veut dire, Inch'Allah, vous allez voir vos 60 ans, 70 ans, 90 ans, plus encore 100. À cet âge-là, beauté physique, il n'y en a pas. À cet âge-là, force, tout ça, c'est parti, c'est les maladies, c'est vraiment essayer de survivre, n'est-ce pas? Donc, si vous cherchez la beauté, si vous pensez que c'est la beauté qui va vous garder ensemble, ben, qu'est-ce que vous allez faire à l'âge de 50, 60, quand la beauté est partie? Vous comprenez? Donc le critère doit être un critère qui va rester jusqu'à la fin, pas un critère qui va partir. Le côté physique,
ça va partir. L'argent, ça ne va pas forcément rester. Donc, quels sont ces critères qu'on devrait avoir pour choisir une personne? Ça, c'est très très important. La deuxième chose qu'on doit se demander, c'est on ne va pas se marier à un maçon, n'est-ce pas? En tout cas, si c'est ce que vous espérez, ben, bonne chance. Vous allez rester célibataire pour très longtemps. On n'a pas de maçon avec qui se marier. Mais le choix que j'ai, si j'ai le choix de me marier avec une personne, je peux choisir quels défauts je veux accepter dans ma vie. Chaque personne aura des défauts, pas seulement des qualités. Quand vous êtes en train de penser à une personne, ne pensez pas seulement à ses qualités. Voyez quels sont ses défauts. Est-ce que je suis prêt à accepter ces défauts dans ma vie? De vivre avec ces défauts. Par exemple, est-ce que je suis prêt à vivre avec, par exemple, une fille qui a un problème de colère? Elle a toutes les autres qualités que je veux, mais elle a un problème de colère. Est-ce que je suis prêt à vivre avec un garçon qui, par exemple, est arrogant? Il a beaucoup de takabur. Il est bien, il est gentil, romantique, tout ça. Il a de l'argent, mais il a du takabur. Chaque homme et femme aura des défauts. C'est à moi de choisir quel défaut est-ce que je suis prêt à faire face dans ma vie. Comment trouver ces défauts? Parce que quand les jeunes, comme moi, on était jeunes, on ne montre pas nos défauts. On fait tout ce qui est le mieux, on est le parfait, on ouvre la porte, on met le tapis rouge. Tout le monde fait ça quand il se fiance. Donc les défauts, forcément, on ne les voit pas. C'est une bonne question. Ça, c'est une preuve que les connaissances qu'on fait entre garçons et filles pour se marier, cette phase de connaissance n'a aucune valeur. Et je le dis très clair. Pour exactement cette raison. Parce qu'au début, le garçon va faire son mieux pour montrer ses qualités, la fille va faire son mieux pour montrer ses qualités, vous n'allez pas avoir vos défauts. Ne vous dites pas non, mais si on sort pour quelques mois, on va trouver. Non, ça ne se voit pas. Parce que tant qu'il n'y a pas le mariage, chacun va faire son mieux pour cacher ses défauts. Donc, c'est par erreur. Mais rapidement, il va essayer de le couvrir. Donc, les connaissances que vous faites avant le mariage, vraiment, ça n'a pas d'impact dans votre choix. Vous savez ce que ça fait? Ça crée un lien émotionnel. Quand ça crée un lien émotionnel, vous allez penser que oui, ça c'est la bonne personne pour moi parce que je l'aime. Alors on va au troisième point. On ne se marie pas avec quelqu'un qu'on aime. On apprend à aimer quelqu'un avec qui on s'est marié. Arrêtez de chercher de l'amour, de l'affection émotionnelle pour un garçon ou une fille avant le mariage. On ne se marie pas avec quelqu'un qu'on aime, on apprend à aimer la personne avec qui on s'est marié. Si vous utilisez cette phrase, mettez mon nom là, ça c'est. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait connaissance, on s'est vu quelque part, on fait du bénévole ensemble, elle me plaît, il me plaît, on commence à se parler sur WhatsApp, on se voit pendant le programme, on s'échange quelques paroles, oui, je l'aime bien, et on commence à se parler, et on crée une relation, et puis on décide, ok, celui-là, il me semble, c'est un bon garçon, j'aimerais vivre avec lui. Grosse erreur. Ce garçon-là, c'est pas lui qui va te marier. Ce garçon-là, c'est seulement un aspect de ce garçon que tu penses que tu es en train de marier. Quand tu vas te marier, tu auras tout le package. Pas ce côté galant et tout ça. C'est tout le package. Mais tu n'as pas encore vu c'est quoi le reste du package. Tu ne connais pas la personne en son entier. Donc tu t'es marié avec une image de cette personne, pas la réalité. Et là, après quelques mois de mariage, quand tous les désirs ils descendent, finalement on est satisfait avec tout, on voit la vraie personne, on se dit mince. Maintenant, comment je vais faire? S'il vous plaît,
n'essayez pas de faire connaissance avec un garçon ou une fille avant le mariage. Ça sert à rien. Ça sert seulement à avoir une tranquillité et remplir ce besoin pour un garçon ou une fille temporaire. Ça ne va pas vous aider dans le mariage. Et ça, c'est pour votre bien. Ces instructions islamiques qui nous disent n'ayez pas de relation émotionnelle ou de relation physique avec le sexe opposé avant le mariage, c'est pour votre bien. Et ça fait mal, croyez-moi, ça fait mal quand je vois des couples. Je suis dans le domaine, je fais du counseling, je vois souvent des couples qui souffrent, parfois très tôt dans le mariage, parfois très tard dans leur mariage, et ça fait mal de voir ça. Et une des raisons, c'est parce qu'ils se sont mariés pour les mauvaises raisons. Donc je vous supplie, ne faites pas connaissance avant le mariage. Donc la question vient, alors comment je fais pour savoir? Comment je fais pour connaître qui est la personne avec qui je devrais me marier? On a fait 3 heures d'atelier la dernière fois, en octobre. C'est supposé être sur YouTube. Donc je ne veux pas refaire tout ça. Mais juste pour résumer tout ce qu'on a discuté, on a dit que la façon de trouver une personne correctement, c'est quand notre aql il fonctionne à son maximum. Quand on ne permet pas aux émotions de rentrer dedans. N'est-ce pas? Donc si on permet aux émotions de prendre la décision, on va prendre une décision sans bien réfléchir. Pour ne pas permettre aux émotions de prendre la décision, je dois essayer d'éviter au maximum de contacter cette personne directement. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. Et je suis un être humain qui est jeune, qui a des désirs, qui veut se marier, qui cherche à se marier. Donc forcément, si je prends contact direct avec cette personne, je risque d'avoir des émotions très facilement envers la personne. Surtout si physiquement il me plaît. Donc la première chose que je dois éviter, c'est de le voir ou de la voir physiquement. D'avoir des rencontres directes. C'est de le faire indirectement. Pourquoi? Pour éviter les émotions. Parce que je ne veux pas encore aimer cette personne. Je veux commencer à aimer la personne seulement après le mariage. Tout de suite, le but, c'est pas d'aimer, c'est pas de voir est-ce qu'on a est-ce qu'il y a un spark entre nous. C'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir est-ce que cette personne a les qualités que je veux, est-ce qu'elle a les qualités pour que je puisse vivre avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que je veux cette personne comme le père de mes enfants, comme la mère de mes enfants? Est-ce que cette personne va rester avec moi jusqu'à la fin? Est-ce que c'est une personne qui peut me tromper? Quelle sorte d'homme va tromper une femme? Un homme qui parle facilement aux femmes. Pourquoi on ne comprend pas ça? Un garçon qui parle très facilement aux filles, qui est à l'aise à parler aux filles, c'est un danger. Aujourd'hui, il va vous parler. S'il est venu te parler très facilement, ça veut dire que demain, quand il n'est plus attiré à toi, il attire à une autre, il va aller la parler facilement. Je dis ça à vous, comme ça vous ne tombez pas dans le piège, et je dis ça aux garçons, faites attention. Si elles écoutent bien, maintenant elles savent. Si vous allez la parler directement, c'est non. Je suis désolé. Mais c'est pour votre bien que j'ai dit ça. On doit se séparer. La mixité amène des problèmes. La mixité entre garçons et filles amène beaucoup de problèmes. On a une tendance en tant qu'être humain de facilement tomber amoureux, de facilement aimer une personne. Ayez toujours un intermédiaire. Ayez une personne qui va vous aider à trouver, à faire une analyse que cette personne-là, elle a ces qualités-là, elle est bien. Une fois que vous savez qu'elle a toutes les qualités que vous cherchez, maintenant vous faites le prochain pas. Quand vous êtes à 60%, 70% convaincu qu'elle a toutes les qualités que j'ai besoin, dans un mari, dans une épouse, là maintenant je fais le prochain pas. Le prochain pas, c'est un pas où officiellement je demande à voir ce garçon ou cette fille. C'est toujours pas le muta,
c'est pas l'étape où je vais commencer à créer des liens émotionnels. Toujours pas là. On va aimer la personne avec qui on se marie, pas avec la personne avec qui on pense qu'elle est bien pour le mariage. Deuxième étape, on commence à se parler directement, mais dans un environnement contrôlé. Sur WhatsApp, si on veut se voir, par exemple, dans un endroit qui est ouvert, bon, ici, si c'est un peu sensible, vous allez chez la personne. À notre époque, on allait chez la personne, par exemple, le garçon allait chez la fille, on pouvait s'asseoir dans une chambre, la porte est ouverte, les parents ne sont pas dedans, ils n'entendent pas, mais c'est contrôlé. Et on est là pour s'échanger les idées, pas pour créer une émotion, pour discuter, pour comprendre les perspectives de la personne, pour les poser des questions, etc. Une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Une fois que vous avez fait ça, maintenant vous savez à 90% si cette personne vous convient ou pas. Si c'est un oui, c'est bon, on y va. Si c'est un non, fini. Il n'y a pas eu d'attachement émotionnel, il n'y a rien eu, on peut se séparer les chemins et continuer à aller chercher notre personne. Alors il y a beaucoup de choses à réfléchir. Quels critères est-ce que je devrais chercher? Quelles questions je devrais poser pour connaître si elle a ces critères? Comment chercher ces critères? Bien sûr, si je pose la question directement, il va me mentir ou elle va me mentir. Si c'est sur WhatsApp, ChatGPT. Donc comment faire, quelles sortes de questions poser, comment faire les recherches, tout ça c'est une autre discussion. Mais on ne va jamais réfléchir là-dessus si notre perspective c'est je veux créer un lien émotionnel avec cette personne. Notre premier réflexe, notre première étape c'est ça. Je veux voir est-ce qu'on a ce spark, ce truc entre nous, émotionnel. C'est pas supposé être là. Et si vous voyez par exemple que quand vous discutez avec un garçon ou une fille et il n'y a pas cette émotion, c'est pas un signe que ça ne marche pas. Vous n'êtes pas supposé avoir des émotions à cette étape. C'est seulement s'échanger des idées pour savoir si elle a les qualités qu'on cherche. Finalement, quand on est convaincu que cette personne c'est la bonne personne pour nous, là on va vers le mariage. Avant de se marier, on fait les fiançailles. Les fiançailles, c'est ça, comme ça. Les fiançailles, c'est pas islamique. Donc, vous ne devenez pas mahram en devenant fiancé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour devenir mahram? Muta. Le but du muta ici, c'est pas de faire des connaissances. Le but du muta ici, c'est après avoir fait connaissance. Et après avoir décidé que je veux me marier avec celle-là, maintenant, parce que je ne peux pas me marier immédiatement, je suis dans ma dernière année d'études, le mariage, bon, par exemple, on est à mois de Safar, on veut se marier, par exemple, disons, Shaban, 15 Shaban, Wulada de Imam Mahdi, on a 6 mois devant nous. Pendant ces 6 mois, si je ne suis pas mahram, je n'ai pas le droit de penser à elle, je n'ai pas le droit de la parler, je n'ai pas le droit de créer une relation émotionnelle. Pour permettre cette relation, on dit d'accord, c'est pas un problème, on fait muta. Donc muta, c'est après l'étape de connaissance. C'est pas pour faire des connaissances. C'est une fois que la décision est prise, je veux me marier avec celle-là, mais pratiquement parlant, je ne peux pas le faire demain. Il y aura quelques mois avant le mariage. Pour que ce temps-là soit halal, on fait le muta. Et on ne l'appelle pas muta, on dit on a fait les fiançailles. Et pour le rendre halal, on fait les fiançailles avec un muta où on a le droit de parler, etc. Les conditions du muta, là, c'est entre les deux à voir. Ce système-là, c'est pour protéger la fille, c'est pour protéger le garçon. C'est pour votre bien. C'est pour empêcher le nafs qui va toujours vers les désirs, c'est pour le bloquer pour qu'il ne vous pousse pas vers une mauvaise décision que vous allez peut-être regretter plus tard. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que c'est tellement strict, c'est pour ça que c'est tellement
vraiment contrôler, parce que le nafs, il est comme ça. Le nafs, il est comme ça. Le nafs, c'est quelque chose de dangereux. On ne peut pas faire confiance au nafs. On ne peut pas dire que non, moi je sais, je me maîtrise, je vais... Il faut être réel avec soi-même. Je suis un être humain, Allah m'a créé avec ses désirs, il m'a créé avec une inclination vers le sexe opposé. Je dois faire attention de moi-même. Et donc je dois essayer au maximum de garder le contrôle. Et vous allez voir, hein, même quand vous mettez tout ce contrôle, il y aura toujours un peu d'émotion qui va venir. C'est naturel. Tellement on est incliné vers l'autre que même après toutes ces mesures, vous allez toujours avoir ce sentiment émotionnel. C'est pour ça que, par exemple, si vous allez essayer de faire des connaissances avec quelqu'un, ça va avancer un peu. Et après, vous réalisez que ce n'est pas la bonne personne, vous allez toujours sentir que ça fait mal. L'attachement, il vient même après toutes ces mesures. Imaginez maintenant si vous n'avez pas toute cette mesure et ces contrôles. Quel attachement t'es dit? Question. Je sais que vous êtes en train d'expliquer tout ça, mais je pense que l'éducation sur ce sujet-là, il doit commencer bientôt, parce qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire est en totale contradiction avec ce qui se passe dans le monde, surtout occidental. Et nous, par exemple, ici, on est dans un monde occidental, on va dire ça, et notre façon de vivre bien changé de ce qu'elle était, par exemple, je dirais par exemple à l'époque de mon grand-père, par exemple, ou des parents. Mais je dirais que c'est très compliqué. Aujourd'hui, les adolescents, par exemple, ils ont tendance à parler avec un peu tout le monde. Et en disant non, ça ce sont juste des amis, etc. Donc je trouve ça hyper compliqué. C'est très logique ce que vous expliquez, ça c'est ok, mais à mettre en pratique, je pense que c'est compliqué quand même. Alors, c'est vrai. Déjà, je n'ai pas l'âge de votre grand-père. La question c'est que c'est logique, mais c'est très difficile parce qu'aujourd'hui déjà tous les adolescents ils le font déjà. Donc comment faire? Alors, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pas l'âge de mon grand-père. Et j'ai habité dans l'Occident. Je me suis fiancé quand j'étais en Angleterre. Donc j'ai habité dans l'Occident, pas l'Occident en Afrique, mais l'Occident en Occident. D'accord? Donc ça peut se faire. Ça a l'air compliqué, mais comme j'ai dit, c'est pour notre protection à nous. Deuxièmement, c'est le fait que ce que je dis, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font exactement ça. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Et ils se marient, j'en connais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et on les aide dans le processus, on trouve quelqu'un pour eux, ils font leurs recherches et tout ça, et se marient après. Donc c'est possible de le faire. C'est juste qu'on n'est pas, on n'était pas conscient qu'il faut le faire comme ça, numéro 1. Numéro 2, on a un problème de mixité dans la communauté. Ça c'est vrai. Mais c'est exactement pour ça que je lui dis ça. Et c'est pour ça que je le dis tellement ouvertement. Que cette mixité, ça cause des problèmes dans notre vie. Il faut faire quelque chose à propos de ça. On ne pourra pas faire si on n'en parle pas plus souvent et on n'en parle pas correctement. Parfois, on se suffit de critiquer. Ah, il y a de la mixité, nakal ou djebot. Ok, on fait comment alors? On ne trouve pas des solutions, on n'en parle pas. Donc, merci pour avoir accepté que c'était logique. Maintenant, c'est une question de voir comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut pratiquer cette chose-là. Parce que si on accepte que c'est logique et c'est vraiment la bonne façon de le faire, alors l'étape logique qui suit, c'est de voir comment le faire. C'est pas de dire oui c'est logique mais c'est trop difficile, alors on met de côté. C'est de dire ok maintenant comment je fais. Et c'est là où on a besoin de se mettre ensemble, ceux qui sont par exemple dans le leadership, ceux qui sont dans ce domaine-là, de s'asseoir ensemble et de réfléchir comment on peut aider nos jeunes à se marier de cette façon. Ça c'est important. Donc c'est ça vraiment la deuxième étape. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de mixité, mais il n'y a pas assez de mixité. Il y a trop de mixité. À la réunion, il y a pas de mixité. À la mosquée, non, après j'ai Carrefour, oui. Simplement tu veux dire. À la mosquée, il n'y a presque pas. Et deuxièmement, quelle est la différence? Vous avez dit qu'on
on cherche le garçon, on se fiance, ça dure 6 mois, et après on se marie. Donc vous dites qu'il faut d'abord chercher le bon garçon et après se fiancer. Il ne faut pas d'abord faire la connaissance, après se fiancer. Il faut être sûr que c'est le bon et après on se fiance. Ouais. Après, s'il y a toute l'histoire, c'est pas grave. Normalement, après ça, il n'y a pas d'histoire. C'est rare qu'il y ait des histoires. S'il y a vraiment des histoires là, c'est toujours pas trop tard. Ouais. Donc cette période de fiançailles, les 6 mois, 1 an qu'on a, c'est vraiment, si vraiment il y a 5% de chance qu'on n'a pas trouvé quelque chose, il y avait quelque chose de caché, on peut trouver ça. Mais c'est vraiment très rare. Et puis il y a aussi le fait que bien sûr, quand vous allez vous marier, il y aura des problèmes. Et ça, c'est des problèmes que vous avez choisis vous-même. Vous vous rappelez, on a dit, étape numéro 1, on choisit quel défaut je veux dans l'autre personne. Donc il y aura des problèmes. Quand vous vous mariez, on en a parlé avec les mariés avant-hier, c'est une mauvaise attente de penser que quand je vais me marier, tout va bien se passer. Il y aura des problèmes. Jagrat hasse. Mais je m'attendais à ces jagras. Je savais ça serait sur quoi. Je savais que cette fille, par exemple, elle a un problème de colère. Je savais que ce garçon, par exemple, il a ce problème-là. Donc quand demain il y a ces disputes, je suis conscient et je suis prêt à affronter ces disputes. Et on en a déjà parlé, on a déjà dit que tu as ce défaut, on va essayer de changer, on va essayer de s'améliorer. Bien sûr, ça va prendre du temps, etc. etc. Et comme on l'a dit avant-hier, c'est quand nos attentes sont bien placées qu'on peut bien gérer le problème. Une des raisons pourquoi les mariages souvent ne marchent pas, c'est parce que je pense que ça devrait être comme ça, mais c'est comme ça. Pourquoi tu penses que ça devrait être comme ça? Qui t'a dit ça? La télévision. Ou bien je me suis imaginé. Reviens à la réalité. La réalité, c'est que oui, il y a des jours où elle ne sera pas en bonne humeur. Il y a des jours où il sera vraiment fâché, il sera en colère. Il y a des jours où tu veux lui parler, mais lui, il veut pas écouter. Il est occupé dans sa tête, il est inquiet sur quelque chose, à propos de quelque chose. Il y aura un temps où, par exemple, elle sera enceinte, elle ne pourra pas satisfaire les désirs du mari comme il le veut. Parce que physiquement, elle a une barrière. Ça, c'est des réalités. Si je ne vais pas accepter ces réalités, je rentre dans le mariage en pensant que le garçon, il pense que la fille, elle m'a mariée, maintenant tout ce que je veux, elle doit faire. Non, c'est faux. C'est un être humain. Donc pour que le mariage marche bien, il faut tout ça, mais il faut aussi accepter le fait qu'il y aura des problèmes et on va apprendre à gérer ces problèmes. Je vous donne un conseil. Une des qualités que vous devriez chercher chez la personne, c'est est-ce qu'elle a la qualité de vouloir changer, de vouloir s'améliorer. Si elle n'a pas cette qualité, moi je vous dis, ça sert à rien. Parce que ça, c'est une personne qui a décidé que je suis mauvais dans ce sens-là et je ne veux pas changer. J'ai un problème de colère, mais je suis content avec, je vais le garder. Je n'ai pas envie de changer. Le changement, ça demande un effort, ça demande un contrôle de soi. Moi, j'ai décidé, je ne veux pas faire cet effort-là. Tu m'as marié comme ça, tu m'acceptes pour qui je suis. Je suis une personne colérique et moi, j'ai vraiment pas envie d'essayer de me casser la tête pour contrôler ma colère. Si je suis fâché, je vais crier. Tu me vois fâché, tu pars dans l'autre chambre, ne reste pas devant. Mais ne t'attends pas à ce que moi je change. Une personne comme ça, ça sera difficile de vivre avec. Mais vous avez le choix. Si vous avez choisi de vivre avec une personne comme ça, c'est comme... Ce genre de choses, je pense qu'on les voit après. C'est rare de voir ça avant le mariage. Non. Ah bon. Moi, j'ai parlé à des garçons, mais vraiment, j'ai parlé à des garçons qui sont conscients du fait que, par exemple, la fille a ses défauts. Et le garçon me dit, elle a ce défaut. Je lui dis qu'elle a ses défauts, mais elle ne veut pas changer. Elle refuse de changer. Ça fait des mois qu'on est ensemble, et elle ne fait pas d'effort, elle ne veut même pas faire cet effort. Et puis quand on discute, il me dit, mais quand même, cher, comment je fais pour que ça marche? Tu insistes que ça marche, tu veux que je fasse quoi? Si tu insistes, tu la veux, d'accord, mais sache que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à changer. Tu es bon avec ça? Vas-y.
Mais dans 2 ans, ne va pas demander un divorce pour cette raison. C'est toi-même qui es rentré dans le mariage pour cette raison. C'est une autre raison, d'accord, je comprends, tu n'avais pas su ou quoi. Cette raison ne doit pas être la raison du divorce. Parce que toi-même, tu es rentré dedans. Sachant tout ça. Pardon? Comment on sait qu'elle sera prête à changer? Déjà, le critère du taqwa. Mais quand je parle de taqwa, ça ne veut pas dire qu'il prie namaz, il vient à la mosquée, il fait azadali, il est bénévole. Ça, c'est pas le signe du taqwa. Le taqwa, c'est quelqu'un qui fait attention à ne pas faire des gunas. Il ne parle pas aux filles facilement, il évite la mixité. Si par exemple il se trouve dans un environnement où il doit parler à une fille, il va parler avec beaucoup de ihtiram, beaucoup de respect. Je ne sais pas, vous voyez, des qualités comme ça, des qualités qu'on ne trouve pas dans quelqu'un qui est, voilà quoi. Bon, j'ai pris namaz et tout, mais non, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de soi. Une personne comme ça, elle a du taqwa. Si elle a du taqwa, ça veut dire qu'elle fait attention à ses actions, à ne pas faire du haram. Donc demain, quand cette personne réalise que je fais une erreur ici, automatiquement, elle va décider de ne pas faire d'essayer de changer. Parce qu'elle réalise que cette erreur-là m'éloigne de Allah. Moi, je vais être proche d'Allah. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que le taqwa, ça devrait être le critère le plus important dans ces relations. Mais pas le taqwa que nous on dit, taqwa dans le sens qu'il y a une tâche ici, il prie beaucoup de namaz, il vient à la mosquée, il fait zadal. Ça, c'est pas le signe du taqwa. Ça peut indiquer le taqwa, mais ça ne va pas vous donner une image complète de cette personne. Est-ce que vraiment il a le taqwa dans la vie ou pas? De quoi, entre ses amis, il parle de quoi, par exemple? S'il se fâche, ça c'est des questions à poser aux gens autour de la personne. Quand il est fâché, comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il traite ses amis? Comment est-ce qu'il traite les gens qui sont inférieurs à lui, qui sont sous lui? Par exemple, au travail. Les travailleurs, comment il les traite? S'il est au madrasa, par exemple, comment il traite les enfants? Ces choses-là, ça montre cette personne-là, combien de taqwa elle a, combien il fait attention à lui-même. Si c'est une fille, par exemple, son hijab physique, son hijab social, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un signe de combien elle fait attention, par exemple, à ce côté-là. La mixité, comment elle est à l'aise à parler avec les garçons. Est-ce qu'elle parle très facilement avec les garçons ou pas? C'est un signe de taqwa. Parfois, c'est parce qu'elle ne sait pas. Et ça se voit où? Quand on discute un peu. Si vous voyez un changement dans son action, elle réalise que j'étais pas supposé parler avec les garçons comme ça. Et le lendemain, vous voyez, il y a une différence. Ça montre quelqu'un qui est prêt à changer. Ouais. Bien sûr, le taqwa, ce n'est pas la seule qualité. Il faut voir si les personnalités se font match. Il faut voir, par exemple, physiquement, si la personne vous plaît. C'est important. Le côté physique aussi, c'est important. Je ne dis pas de négliger le côté physique. Est-ce que la personne est bien avec les enfants? Je ne sais pas. Des trucs comme est-ce que la personne veut vivre dans le futur? Si elle veut des enfants? La fille, est-ce qu'elle veut travailler? Si elle veut travailler, est-ce qu'elle veut travailler? Pas avoir d'enfants? Ça, c'est important. Là, je connais, par exemple, il y a un couple qui est venu me voir il y a quelques mois. Très bon garçon et très bonne fille. Vraiment, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, le garçon, il veut des enfants. Et la fille, elle dit, je ne veux pas beaucoup d'enfants, je veux travailler. Ils ont eu un enfant. À l'âge de 2 ans, elle envoie l'enfant nursery, à la crèche. Bon. Lui, il dit, et il a compris, d'après Talbiyat Islami, à 2 ans, on n'envoie pas un enfant à la crèche, c'est trop tôt. Lui, il dit à sa femme, on avait Talbiyat, en islam, le Talbiyat, c'est pas correct de faire comme ça. Elle dit non, moi je vais travailler. Donc, elle ne veut pas appliquer les principes de Talbiyat sur son enfant parce qu'elle veut travailler. Maintenant, lui, il est coincé. Il veut plus d'enfants,
mais il me dit si je vais faire un autre enfant et que c'est comme ça qu'on va le traiter, on va le mettre à la crèche des 2 ans, elle ne va pas donner son attention à l'enfant, mais je ne peux pas avoir d'enfant comme ça avec elle. Et de l'autre côté, il ne veut pas la divorcer parce que, bon, ce n'est pas la solution pour toutes les choses. Maintenant, dans sa vie, il est coincé. Alors que ça aurait pu être discuté avant le mariage. C'est quoi ton perspective sur le travail, sur les enfants, etc., etc. Tout ça, c'est clair. Quand vous discutez. Non, enfin, ça c'est trop tard. Avant, on ne peut pas discuter. Non, mais non, c'est un bâtard. Non. Sinon, on tombe amoureux. Étape numéro 1, on fait des recherches indirectes à travers une personne. Étape numéro 2, on se voit dans un milieu contrôlé, où on peut parler. D'abord sur WhatsApp, et nous on faisait email, sur WhatsApp. Moi j'envoyais une liste de questions sur email, elle répondait, et puis elle envoyait sa liste de questions. Puis je répondais avec ma liste de questions, elle me répond, et avec sa liste de questions, 2-3 échanges comme ça, je sais d'elle, comment elle réfléchit. La liste de questions? Oui. Je la trouve plus, j'ai beaucoup cherché, notez-moi tout. Si, vous tapez sur la barre de recherche. J'ai cherché. Il a changé de téléphone. Ouais, j'ai cherché, je le trouve. Mais c'est quand vous avez changé d'email. Non, c'est le même email que j'utilise depuis que je suis un gosse. Mais je ne sais pas pourquoi je trouve plus ces échanges d'emails. Je pense que je sais pourquoi, mais bon, c'est pas important. Donc, première étape, indirect. Deuxième étape, direct mais contrôlé. D'abord sur WhatsApp, et puis face à face, mais dans un milieu contrôlé. Si on est sûr, là on va vers les fiançailles. Donc dans cette deuxième étape, on se pose ces questions-là. Quel est ton objectif dans la vie? C'est à propos de l'argent, à propos des... où est-ce que tu veux vivre? Est-ce que ça t'intéresse de vivre à Koum? Est-ce que tu veux rester ici? Comment tu vas faire pour le hijab, pour travailler ou pour étudier? Toutes ces questions que vous posez. Entre-temps, on peut peut-être changer d'avis. Par exemple, quelqu'un qui voulait des enfants et elle a trouvé un très bon poste, elle a changé d'avis. Comment ça se passe? On se marie, elle est devenue, je ne sais pas, directrice de je ne sais pas quelle compagnie. Donc là-bas, elle dit qu'il n'y a pas d'enfant, c'est pas possible. Donc comment ça se passe? Il y a aussi les aléas de la vie qui font que les conditions que vous avez faites au début ne sont pas applicables. C'est vrai, c'est très vrai. Quand on regarde toutes les questions ensemble, on peut avoir une idée générale de est-ce que cette personne va facilement changer dans certaines opinions ou pas. Si son opinion à propos de son rôle dans la famille, par exemple, une des questions importantes à demander et à discuter, c'est le rôle, comment est-ce que je perçois mon rôle dans la famille. Si une fille dit que moi je vois mon rôle comme une maman avant toute chose et que je veux des enfants, etc., cette personne, ça ne sera pas aussi facile de changer son opinion sur les enfants. Mais si c'est quelqu'un qui dit que pour moi, travailler c'est très important, mais bien sûr je veux aussi des enfants et c'est important d'être une maman, mais j'aime bien mon travail et tout, cette personne-là, le garçon peut dire, ok, pour elle, le travail c'est important. Donc demain, il y a une possibilité que peut-être qu'elle change. Ouais. Donc il faut mettre toutes ces questions ensemble et voir les réponses ensemble pour voir si ça vous crée une image de cette personne dans son entièreté. Ce n'est pas une question qui va vous donner ça. Et le risque qu'il y ait des changements négatifs avec le temps, après qu'on s'est engagé dans les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est toujours possible pour tout le monde. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un aura un changement négatif dans sa vie comme ça? Ou il lui manque quelque chose forcément. Ou bien il lui manque de la connaissance, ou du taqwa, ou il y a quelque chose qui lui manque. Donc c'est pour ça que c'est important de chercher les qualités les plus importantes. Les qualités qui protègent une personne de changer comme ça, du jour au lendemain. Donc, même si elle va changer dans 3 ans, vous pouvez voir le changement, vous pouvez arrêter le changement. Ce sont des qualités qui empêchent une personne de se tourner très rapidement. Si au moment de la connaissance, il faut appliquer tout ça, ça peut devenir très lourd. Oui, mais ça vaut la peine. Relation native, communication dans un milieu contrôlé. Il n'y a pas de vision. Avec le papa. Papa est là, il surveille. Non, voilà, c'est ça, contrôler, ça veut dire que
quelqu'un de la famille qui est là, debout, assis devant toi. Là, tu es plus un champ. Vous avez des questions? Tu as des polémiques. On discutait avec des mamans et on est en train de réfléchir au fait que la jeune fille ou le jeune garçon a la possibilité de choisir les défauts de son ou sa future partenaire. Et on est en train de réfléchir que justement comment faire en sorte de pouvoir connaître les défauts de la personne tout en restant discret. Par exemple, si je suis maman d'une jeune fille et que j'ai envie d'empiéter entre guillemets sur telle ou telle personne, comment je peux le faire discrètement sans que je suis en train de m'intéresser à ce garçon-là éventuellement. Ne le faites pas vous-même. Demandez à votre ami de le faire pour vous. Vidéo quoi, il connaît. Les intermédiaires, vraiment, ça aide pour ça. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je pose une question à quelqu'un à propos d'une fille ou un garçon, personne ne va savoir c'est qui de l'autre côté. Parce que je pourrais le faire pour plusieurs personnes. Donc ça garde ce côté anonyme. Le système que les générations avant ils avaient d'utiliser un intermédiaire, ce côté-là c'était très bien. Eux ils forçaient leur opinion. Ça c'était mauvais. Nous on est allé de l'autre extrême. Pour prendre le contrôle, on a enlevé les intermédiaires complètement. Ce que moi je propose en vraiment résumé, c'est ça, c'est amener les intermédiaires, mais le choix final et la recherche c'est à vous de faire. C'est ça. Pas de questions? Oui. Ok. Comment est-ce qu'on sait que c'est un bon intermédiaire? Il y a deux façons de le faire. Trouver un intermédiaire dans le sens que quelqu'un qui est vraiment dans le domaine, lui-même, la personne même, elle a de la connaissance, comment devrait être un bon mariage, et la personne a des contacts. Donc ça, c'est une façon de le faire. La deuxième façon de le faire, par exemple, le modèle que moi j'ai utilisé, c'était que moi, je sais exactement ce que je cherche. Donc, intermédiaire, peu importe c'est qui, la personne a les questions que moi je veux poser, elle a les critères que moi je cherche, mais détaillés. C'est pour ça que j'insiste toujours les gars. Ayez des critères détaillés. Vous pouvez donner ça, vous pouvez dire, ok, est-ce que tu peux voir à propos de cette personne, est-ce qu'elle est comme ça ou pas? Est-ce que tu peux me dire à propos de cette personne, par exemple dans son taqwa, comment est son hijab? Très très clair, tout à fait. Est-ce que tu peux me... Maintenant, ça ne change pas ce qu'il va dire. Votre grand-mère, d'accord? Nani et nos hijab keuch. Oh ça, nana. Mané décrire quoi? Décrire son hijab, c'est comment? Décrire par exemple quand elle est avec ses amis, par exemple, elle parle comment? Est-ce que c'est la fille qui parle, qui rigole très fort, qui parle, ou c'est celle qui est très timide dans son coin là? Tu vois? Donc tu sais exactement ce que tu cherches. En termes de personnalité, de religion, tout ça. Et puis, c'est pas important c'est qui est en train de faire cet intermédiaire. C'est moi qui prends cette décision. Parce que je sais ce que je cherche. Là où c'est important d'avoir un intermédiaire qui connaît très très bien, c'est là où on veut faire confiance. Que, ok, par exemple, le chef, elle est bien pour moi ou pas? C'est très général. Donc maintenant, c'est ce chef-là ou cette personne-là qui va commencer à réfléchir. Ok, ce garçon, il est comment? Cette fille, elle est comment? Ça va marcher. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ça. Très très peu de gens. Tu vois? Donc c'est toujours mieux. C'est bien de choisir un intermédiaire qui s'y connaît. Mais le plus important, c'est que la personne elle-même doit savoir qu'est-ce que je cherche. Quelles sont les qualités que je cherche et quels sont les défauts qui ne vont pas me gêner trop. Et donc, juste pour finir, parce que bon, on n'a pas trop le temps. Wow. Je propose toujours que vous ayez deux listes. Deux listes de critères. Liste numéro 1,
sont vos critères les plus importants, que si la personne n'a pas même une de ces choses-là, ces critères, je veux pas continuer. Je ne veux pas aller à l'étape numéro 2. C'est vraiment en anglais j'appelle ça les deal breakers. T'en as pas un, c'est fini, je veux pas. C'est noir et blanc. Okay. Quand je donne des exemples, rappelez-vous, je ne vous dis pas que ça, il faut être comme ça. Je vous donne mon exemple. Pour moi, par exemple, pour moi personnellement, le hijab devait être un certain type de hijab, un certain niveau de hijab. Si elle n'a pas ce niveau de hijab, moi ça ne m'intéresse même pas. Je ne veux même pas demander plus. Donc je me rappelle, maman elle venait avec quelques noms, je pose des questions. Je pose la question la plus importante d'abord. Si elle n'a pas une de celles-là, next. Je ne veux pas aller, je ne veux pas parler à celle-là, je ne veux pas voir peut-être ça va marcher. Non, elle n'a pas ce critère. Ça c'est liste numéro 1, c'est la liste la plus importante. Liste numéro 2, c'est les qualités que ça serait vraiment bien si elle a. Mais si elle n'a pas une de ces qualités, c'est pas grave. Je choisis les défauts. C'est pas grave si par exemple elle n'est pas comme ça. C'est pas grave par exemple si elle n'est pas allée à l'université. C'est pas grave par exemple si elle ne veut pas d'enfant. Par exemple, je dis, moi je le ferai pas. Je dis par exemple. Certains hommes ne sont pas trop bons. On a des enfants, l'homme ne veut pas d'enfants, c'est pas grave. Tu mets ça dans ta deuxième liste. Et pour moi, dans ma première liste, ce serait non, je veux une femme qui donne plus d'importance à être maman qu'à faire autre chose. Qu'elle veut des enfants, ça c'est important pour moi. Au moment que Allah va nous donner des enfants ou pas, ça je ne sais pas, c'est pas dans mes mains. Mais que ça, ce soit la perspective. Ça va par exemple dans ma liste, va venir dans la liste numéro 1. Ouais. Avoir ces deux listes, ça vous aide vraiment, ça éclaircit vraiment ce que vous choisissez. Donc si une personne a passé liste numéro 1, maintenant vous allez dans l'étape 2, vous pouvez voir si elle a beaucoup de ses qualités, alhamdoulilah. Si elle n'en a pas très peu, bon, on va voir si ça marche. Donc ça peut vraiment... C'est très naturel qu'il y aura certaines choses que vous n'aurez pas su à propos de la personne. On ne peut jamais connaître une personne dans son entièreté. Après des années de mariage, vous allez découvrir de nouvelles choses aussi. Donc ne vous attendez pas à ce que vous allez connaître cette personne complètement. Il y aura toujours un mystère. Inch'Allah que c'est bon. Si malheureusement c'est mauvais, c'est pas grave. Rappelez-vous de notre dars de Tawhid le soir. Quand on a fait notre mieux, tu as fait ton mieux, tu as fait tes recherches, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant c'est tawakkul. Tawakkul, c'est-à-dire que j'ai fait mon mieux, j'ai fait comme il fallait le faire. Maintenant le résultat c'est dans les mains d'Allah. Il se peut qu'après 2 ans je réalise, ou disons après 1 mois, 2 mois, je réalise, ok, elle avait un défaut, j'aime pas trop. Mais c'est bon, c'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, j'ai laissé à Allah. Allah a décidé que ce soit comme ça, qu'elle soit avec moi malgré ce défaut. Maintenant, je vais essayer de garder ce mariage. Je ne vais pas laisser ce mariage se détruire pour une chose pareille. Tawakkul, c'est-à-dire que maintenant, je continue dans la voie, le plan takwini qu'Allah m'a donné. Ça, c'est très, très, très important. On va s'arrêter ici, c'est presque le temps de namaz. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Si vous voulez discuter, si vous avez plus de questions personnelles et tout, et vous voulez discuter, Inch'Allah, je suis là pour encore quelques jours. Inch'Allah, pas plus. Je dois rentrer. Si je ne peux pas rentrer, bon, on va. Donc, on peut avoir des sessions pendant la journée où on peut voir comme ça, Inch'Allah, si vous voulez discuter encore plus. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin.